J'appelle maintenant Monsieur Zeller, qui va venir nous parler des débuts de la guerre d'Indochine à partir de mars 1945. Monsieur Zeller. Bien, merci beaucoup déjà de m'accueillir. Merci beaucoup pour ces premières interventions absolument passionnantes. Pour ma part, en effet, je vais parler de la période qui s'étend du 9 mars 1945 à la libération, si j'ose dire, en tout cas l'arrivée des troupes alliées en Indochine après la défaite japonaise. Je me permettrai, pour en avoir parlé avec M. Batman, de livrer vraiment un récit à hauteur d'hommes et de femmes. Donc je pense que le propos précédent était extrêmement instructif dans la présentation chiffrée des structures, notamment militaires, en place. Vous me permettrez donc d'aller plus sur le récit humain, d'aller raconter ce qu'ont vécu les Européens, essentiellement les Européens d'Indochine, civils et militaires, dans cette période excessivement méconnue du conflit. Excessivement méconnue parce que c'est une période qui est enchâssée en fait entre deux conflits. À la fois d'une part la Seconde Guerre mondiale et donc la guerre du Pacifique, et d'autre part la guerre d'Indochine. Et cette espèce de situation d'entre-deux fait qu'il y a une espèce de trappe mémorielle dans laquelle a disparu pour beaucoup l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui, une fois de plus, vous l'avez dit, pour beaucoup n'ont pas démérité et ont énormément souffert. On m'avait appris quand j'avais fait mes études à poser une problématique, donc je me permets d'en poser une, et je ne l'ai pas inventée, hein, c'est une problématique qui agite beaucoup les historiens de la période, c'est de se poser la question de savoir si la guerre d'Indochine, stricto sensu, a commencé le 9 mars 1945, et plus encore, si la décolonisation au sens large, concernant toutes les puissances coloniales européennes, n'a pas commencé le 9 mars 1945. Je pense que la journée permettra de l'établir. Mon intuition, modestement, mais je m'appuie sur les historiens qui ont travaillé sur la question, serait de dire que oui, en fait, le 9 mars 1945, date méconnue de l'histoire, c'est le début de la décolonisation à l'échelle du monde entier, avec les conséquences immenses qui seront du phénomène, qui va se prolonger jusqu'aux années 60, voire 70. Il y a une époque, je crois, qu'on disait dans les colloques 68 arts, d'où parles-tu ? Je vais donc me permettre, là aussi si vous me le permettez, de vous donner quelques éléments personnels qui vous expliqueront pourquoi moi j'ai travaillé sur ce sujet du 9 mars 45 et la suite, et pourquoi j'ai commis un petit livre intitulé « Les cages de la Kempeitai ». Il se trouve que moi-même, dans mon histoire personnelle, j'étais marqué par ça, avec un arrière-grand-père du côté maternel qui était directeur de l'arsenal de Saïgon, un grand-père, toujours du côté maternel, qui lui était médecin colonial, une grand-mère qui est décédée il y a une dizaine d'années, que j'aime énormément, qui elle était une jeune femme présente en Indochine à partir de 1939. Voilà, donc il y a toute une histoire personnelle à raconter. Mon grand-père rencontre ma grand-mère, à Saïgon, une belle histoire. Et évidemment, le 9 mars 1945, et ma propre mère, toute petite, a connu les affres de l'enfermement dans les camps japonais. Donc autant vous dire que moi-même, quand j'étais petit, j'ai entendu tout le temps parler des camps japonais, un récit assez curieux d'ailleurs, parce que mes grands-parents en parlaient avec une certaine légèreté. Alors je ne sais pas si on peut parler de mémoire traumatique, le concept est à la mode, mais je me suis aperçu qu'en fait, ils ne disaient rien. Ils en parlaient tout le temps, mais ils ne disaient rien. On ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. Et j'ai voulu creuser le sujet. Et en creusant le sujet, en effet, on s'aperçoit que ce qu'ont vécu les hommes et les femmes d'Indochine à cette époque-là est proprement terrifiant. Voilà, pardonnez-moi pour ce propos très personnel, mais il vous permet de savoir là aussi pourquoi je me suis intéressé au sujet et de camper cette intervention. Je commencerai moi aussi, mais alors ce seront les seuls chiffres de l'intervention, par quelques chiffres. La population européenne en Indochine en 1945 est évaluée à peu près 30 000. 30 000 Européens, civils et militaires. Beaucoup d'entre eux sont de près ou de loin touchés concernés par l'État militaire, soit parce qu'il s'agit des familles des militaires, soit parce qu'ils travaillent pour l'institution militaire, soit évidemment parce qu'ils sont eux-mêmes militaires. 40 000 Européens, 40 000 Français, pour occuper, si j'ose dire, en tout cas vivant plutôt, dans un territoire plus grand que la France, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je passe tout de suite à l'heure du bilan. Quand les Japonais partiront, on va compter les morts. Il y aura environ, le décompte est très difficile à établir, 3 000 morts. 3 000 morts, ce chiffre peut paraître
évidemment terrifiant, peut paraître faible. Je me permets une comparaison rapide. La France, à l'époque, 40 millions d'habitants, c'est comme si en 6 mois, 3 millions de Français avaient été tués, avaient disparu en 6 mois. Donc le chiffre en valeur absolue peut sembler relativement restreint. En proportion, il est absolument terrifiant. Alors, que s'est-il passé du 9 mars 1945 à l'arrivée des troupes chinoises au nord et des troupes anglaises au sud en septembre 1945 ? On a déjà un petit peu esquissé le récit. Par rapport à tout ce qui était dit, je voudrais rajouter juste une petite précision avant de dérouler l'histoire. Dans votre introduction, dans son introduction, M. Batman l'a rappelé, l'amiral Decoux, qui tente de tenir la barre de l'Indochine, c'est le titre de ses mémoires, est contraint de faire une série de concessions à la puissance japonaise, petit à petit, mais il n'a absolument pas les moyens, on l'a vu notamment en examinant la question des effectifs militaires, il n'a pas les moyens de résister à la pression, et donc il va faire des concessions permettant aux Japonais de se déployer sur tout le territoire indochinois, notamment pour assurer des lignes logistiques, des bases aéroportuaires, et peut-être aussi pour servir un dessein plus idéologique qui serait d'établir donc le règne du Mikado dans la région. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que dans toutes les principales villes d'Indochine, on trouve à partir de 43, 44 essentiellement, des détachements japonais qui ne sont pas très invasifs d'ailleurs. Ils s'établissent souvent dans des casernes ou dans des baraquements dans les périphéries des principales villes, Hanoï, Haiphong, Saigon, Phnom Penh, Hue, etc. On ne les voit pas beaucoup. Ils viennent dans la journée parfois en ville pour faire quelques courses. Les Européens se moquent assez souvent d'eux parce que ils ont, trouve-t-il, une allure assez comique. Il se trouve qu'ils ont la réputation de boire énormément, donc on les trouve souvent dans des états seconds quand ils viennent se détendre en ville. Donc voilà, on ne prend pas cet occupant avec beaucoup de sérieux du côté des Européens. Une fois de plus, les Japonais n'établissent pas une pression colossale au quotidien sur les populations d'Indochine. C'est peut-être pour ça que, je reprends la citation de Saint Matthieu utilisée lors de l'intervention précédente, nul ne se tient prêt et nul n'imagine qu'il y ait un jour et une heure pour le déclenchement d'une offensive japonaise. Personne ne voit le danger venir. Ceci dit, le danger, il existe vraiment. Il est mu par une série de facteurs. Le principal de ces facteurs, semble-t-il, au regard du travail des historiens, c'est tout simplement en effet que la situation des troupes japonaises sur l'ensemble du front Pacifique devient extrêmement précaire à partir de la fin 44, début 45. Les forces du Mikado reculent absolument partout, face essentiellement aux Américains, mais aussi aux Britanniques, que ce soit aux Philippines, en Birmanie, etc. Et qu'une des seules voies qui permettra de rapatrier vers le nord les troupes japonaises déployées sur le sud du front Pacifique passe par l'Indochine. Donc les Japonais ont tout intérêt évidemment à sécuriser cette zone. Donc là, il y a vraiment un intérêt stratégique tout à fait clair. Les Japonais ne sont pas dupes de la situation. Alors évidemment, on va vous parler après des kamikazes qui jusqu'au bout vont défendre, ou des troupes qui vont défendre jusqu'à la dernière cartouche leur position. Bien sûr, ça existait dans cette éthique militaire particulière qui est celle des Japonais, mais très pragmatiquement, ils ne sont pas là dans l'optique d'établir un réduit, ils sont là dans l'optique de préserver une ligne de rapatriement. Donc ça, c'est important. Cette problématique, cette question-là, cet enjeu, il n'est pas sûr que dans les états-majors français, on l'ait perçu. Là, je n'ai pas le temps, ce n'est pas l'objet de mon intervention d'entrer dans les détails de ces discussions au sein des états-majors, mais évidemment, les points de vue sont assez différents entre, d'une part, l'amiral Decoux, le général Mordant, le général Aimé, et bien d'autres, tous ces noms dont on a déjà parlé, dont on reparlera tout à l'heure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vers le 6 mars 1945, il y a quelques très légers signaux qui arrivent. Sont des signaux qui sont glanés soit par la police, soit par la gendarmerie militaire, soit par les services de renseignement français, qui indiquent que dans telle messe, on a entendu des agents japonais parler d'une opération, d'une intervention prochaine. On a vu dans un autre endroit des forces japonaises s'équiper de souliers avec des semelles de crêpes, acheter des piles électriques pour leurs lampes de poche, etc. Quelques éléments laissent entendre qu'une opération est imminente. En tout cas, les signaux qui sont donnés ne sont pris nulle part au sérieux, sauf par le général Sabatier, au Tonkin, qui lui va prendre ses dispositions et tout de suite s'éloigner de sa garnison pour aller prendre position dans la brousse afin de préparer une éventuelle action militaire japonaise. Voici pour cette grande introduction, voici pour le décor. On arrive au 9 mars stricto sensu,
Que se passe-t-il? Je pense que vous connaissez tous cette histoire, en tout cas vous en connaissez quelques bribes, quelques éléments. Le plus saillant, c'est évidemment, ce qu'il faut retenir de ce jour-là, c'est le mot surprise. C'est une surprise totale, en dépit de ces éléments précurseurs dont je vous ai parlé. Tout le monde est un peu sidéré, à commencer par l'amiral Decoux, qui ce jour-là a quitté Hanoï et se retrouve à Saïgon. Il est convoqué pour une réunion par les autorités japonaises. L'objet est de parler d'échanges et de fourniture de riz. Et à la fin de l'entretien, son interlocuteur lui explique qu'il doit donner les clés d'Indochine aux autorités, à moins d'être arrêté. Decoux refuse. Il est immédiatement arrêté avec son état-major. Decoux tombe à Saïgon. Et en fait, c'est dans toute l'Indochine que les petits détachements dont je vous parlais vont prendre position et vont s'attaquer au lieu du pouvoir français, civil et essentiellement militaire. Dans l'ensemble, et on l'a dit, le dispositif militaire qui est présent sur place est faible, malgré la combativité, en tout cas l'état d'esprit des troupes, mais ce sont des troupes qui sont usées, fatiguées par des séjours coloniaux, je ne vais pas redire ce qui a été dit et qui a été très bien dit, des troupes usées, faiblement dotées en matériel, totalement satellisées par rapport aux grands enjeux du conflit. Et donc, il faut l'avouer, la plupart des positions françaises tombent en quelques heures, au prix de quelques tirs, parfois quelques échanges de tirs, mais voilà, pour l'essentiel, en quelques heures, l'opération est pliée, les troupes nippones ont pris le pouvoir en Indochine. Alors, j'ai commencé effectivement par cette série de chutes, de redditions. Il y a quand même des môles de résistance absolument remarquables qu'il faut souligner. Je ne peux pas les énumérer tous. Pardonnez-moi, j'ai la faiblesse de vous renvoyer au petit livre que j'ai écrit, mais évidemment, il y a d'autres sources à mobiliser. Je voudrais évidemment parler de la résistance d'Hanoï. La citadelle d'Hanoï a résisté de manière absolument admirable, avec une fois plus quelques mousquetons, quelques carabines, un canon de 75 et un vieux chenillé. Je dis ça, ce ne sont pas exactement ces équipements, mais c'est à peu près l'idée de ce qui restait. Combat héroïque qui va durer 12 heures, 24 heures, parfois jusqu'à 3 jours. Alors là, pour le coup, pas à Hanoï qui va tomber assez rapidement, mais des faits d'armes absolument remarquables. Vous avez sans doute vu, ou en tout cas entendu parler, quand vous connaissez l'histoire de la bataille de Dien Bien Phu, ce geste héroïque des artilleurs de Dien Bien Phu qui mettent la hausse de leur canon à zéro quand les Viettes s'approchent trop de leur position. En fait, ce fait d'armes a déjà été reproduit à Hanoï le 9 mars 1945, où en effet, à la fin, la hausse des canons est mise à zéro, c'est-à-dire que les obus explosent à quelques mètres de la bouche des pièces de l'artillerie. Donc voilà, des gestes absolument héroïques. Je ne peux pas tous les énumérer. Beaucoup Potonkin. Il y en a aussi, évidemment, en Cochinchine. Je pourrais vous parler de l'épopée de Jean Ders, qui est compagnon de la Libération. Il y aura 2 compagnons de la Libération à la suite de cet événement. Je voudrais aussi vous parler de toutes les garnisons du nord, non loin de la frontière de Chine, Langson, Tatke, Dongke et autres, où, en effet, les unités sur place se défendent avec l'énergie du désespoir. Se battre jusqu'à la dernière cartouche n'est pas une vue de l'esprit. Ils se battent jusqu'à la dernière cartouche. Avec voilà, un héroïsme qu'il faut souligner. Je suis déjà à la moitié du temps, mon Dieu. Donc je ne vais pas une fois plus entrer dans les faits d'armes, je voulais vous raconter une histoire que là aussi vous connaissez peut-être. Je vous emmène à Dongdang, un poste situé non loin de la frontière de Chine, non loin de Longson. Vous connaissez peut-être l'histoire de Fernand Cron. Pourquoi je vous parle de lui? C'est parce qu'évidemment ces combats qui se passe, j'allais dire, pour la plupart du temps dans les conditions, en suivant les règles de la guerre. Ces combats vont être accompagnés, ou parfois sont parallèles, à des exactions absolument épouvantables perpétrées par les Japonais. Les Japonais, en effet, c'est un très curieux mélange, c'est-à-dire qu'à la fois, on peut honorer le vainqueur en en présentant les armes après sa reddition. Ça ne va pas l'empêcher de le décapiter quelques minutes après ou de le fusiller quelques minutes après par groupe de 5, de 10, de 50, voire de 100. Alors pourquoi je vous parle du soldat Fernand Cron? C'est que lui-même va se retrouver dans ce poste de Dongdang, prisonnier des Japonais. Et donc lui aussi, tous ses camarades sont arrêtés, mis en file, conduits vers des fosses communes, exécutés les uns après les autres à coups de sabre et décapités. Et voilà, l'épopée du soldat Fernand Cron est restée parce qu'il a survécu, figurez-vous. Cet homme a été décapité et a survécu à la décapitation.
Alors, inutile de vous dire que sa tête ne s'est pas détachée de son corps, sinon on serait dans l'ordre du miracle. Mais n'empêche qu'il a eu une espèce d'entaille épouvantable dans la nuque, il a basculé, il a réussi à sortir de sa fosse quelques instants plus tard, et son histoire fera ensuite après les... Je n'ai pas envie de dire les choux gras, enfin pardonnez-moi cette expression, en tout cas sera une des histoires mythiques liées au 9 mars 1945, l'épopée du soldat Fernand Cros. Voilà, le temps passant, j'avance rapidement, mais une fois plus, pour ceux que ça intéresse, vraiment lisez les récits des postes de résistance français, et notamment ceux du Nord-Tonkin, qui sont des faits d'armes remarquables, oubliés, et évidemment souvent tragiques, puisque la fin est souvent synonyme de défaite, voire de massacre. Je vais vous parler du massacre de Dong Dong. Il y en a un autre, un massacre à très grande échelle, pour le coup, celui de Lang Son, à l'issue duquel le général Lemonnier, dont vous avez aussi probablement entendu parler, le général Lemonnier, sera décapité. Le général Lemonnier qui a donné son nom à la grande artère qui passe juste devant le Louvre, avec un passage souterrain. Voilà, donc quand vous l'emprunterez, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ayez une pensée pour le général Lemonnier et pour ses compagnons du 9 mars 1945. Je vais du coup maintenant brosser très rapidement ce qui se passe en Indochine durant les quelques mois que va durer cette occupation, c'est-à-dire jusqu'au 15 août, jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'au début du mois de septembre 1945. Il y a deux cas de figure. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le cas des Européens qui, je reprends l'expression de l'époque, vont prendre la brousse. Je voudrais saluer ici le président de l'association Citadelle et Maquis d'Indochine qui fait un travail colossal, Loïc Delaborie, pour documenter ce qui s'est passé pour tous ces hommes, parfois ces femmes, qui ont pris la brousse et qui ont continué pour continuer le combat contre les Japonais. Alors certes, certains ont fui, bien sûr, parce que leur sort était clos dès le soir du 9 mars, mais beaucoup d'entre eux avaient en tête de poursuivre le combat. Ça veut dire quoi, prendre la brousse? Beaucoup de cas de figure, évidemment, existent, d'autant plus que le paysage indochinois, vous savez, ça peut être de la mangrove, de la rizière, de la jungle, il y a tous les cas de figure, on ne prend pas la brousse de la même façon en Cochinchine qu'au Tonkin. Prendre la brousse, ça veut dire partir seul, à plusieurs, éventuellement, quelques camarades, en short, parfois, en chaussures de ville, avec un pistolet, un mousqueton, parfois rien, pas de médicaments, pas d'alimentation, un casque colonial maximum. Et on s'enfonce dans la jungle et on va essayer de résister pendant des mois. Donc ça, il y a des trajectoires multiples, individuelles ou collectives, qui méritent là aussi d'être racontées. Il faut rendre hommage à ces hommes et parfois à ces femmes. Des femmes ont pris la brousse, c'est quelque chose d'étonnant. Avec, évidemment, comme fait d'armes principale, l'épopée de la colonne Alessandrie, sur laquelle je n'apporterai pas de détails, puisque cette épopée va vous être présentée dans quelques instants. Voilà, donc là aussi, des situations humaines, des épopées également absolument incroyables. Je ne peux pas m'empêcher de rêver de faire un jour des documentaires ou des films sur la question. Il y a eu un film qui est sorti récemment qui s'appelle Les Derniers Hommes. J'espère que personne n'a été impliqué dans la réalisation ou dans l'écriture du scénario. Je suis plus que circonspect sur ce film. Néanmoins, sa réalisation, l'intuition qui a présidé à la base de la réalisation de ce film était bonne, de raconter un peu l'histoire de ces soldats-là, en l'occurrence, de ces légionnaires, qui se sont enfoncés dans la brousse. Donc voilà, on espère qu'on refera un jour le remake de ce film dont l'intuition, une fois de plus, était bonne. Donc ça, il y a ce sort, ces Européens qui prennent la brousse, et il y a ces Européens qui vont se retrouver pris au piège. Beaucoup de militaires se retrouvent pris au piège dans les citadelles et vont rester cantonnés dans ces casernements pendant de longs mois dans des conditions en général excessivement difficiles en termes de coercition, en termes d'alimentation, en termes de santé et autres. Là aussi, pardonnez-moi de passer brièvement sur ces questions. Là aussi, ce sont des cas qui ont été très bien documentés. Il y a des choses à raconter, notamment sur la citadelle d'Hanoï, sur celle d'Haiphong et bien d'autres. Je voudrais entrer maintenant dans un cas qui est un peu plus significatif, qui est plus singulier dans l'histoire de cette séquence du 9 mars 1945 à la pseudo-libération. Vous verrez que c'est une pseudo-libération. C'est ce qu'on a appelé les camps de concentration japonais, c'est ce qu'on appelle les ghettos japonais. Alors évidemment, c'est toujours compliqué de reprendre un vocabulaire, un champ lexical qui était aussi celui de la Shoah. On sait très bien que ce sont des concepts difficiles à manipuler. J'ai hésité longtemps avant de les utiliser, et je pense qu'on peut tout à fait le faire avec toute proportion gardée. Voilà, ce sont des cas singuliers, mais il y a bien eu des camps de concentration montés par les Japonais durant cette séquence. Il y a bien eu des ghettos montés par les Japonais.
Les ghettos, pour vous en dire un mot, ce sont des quartiers qui ont été réservés dans les principales villes d'Indochine. Le ghetto dans lequel étaient mes grands-parents était à Phnom Penh, mais il y avait évidemment des ghettos importants à Saigon, Hanoï, Hue, Vientiane et dans d'autres métropoles. Ces ghettos, donc, ce sont des quartiers entièrement bouclés, surveillés par les forces japonaises, avec parfois des supplétifs mandchous ou des supplétifs coréens, dans laquelle la population va connaître un sort affreux, épouvantable en termes, je reviens là-dessus, de nutrition, de santé et de coercition. On ne mange rien dans ces camps. La santé est déplorable, la dysenterie se répand à une allure folle et la police japonaise fait des incursions régulières, sème la terreur, multipliant les arrestations, les disparitions se succèdent, etc. Voilà, ma grand-mère, pour vous citer une fois plus quelqu'un qui m'est cher, me racontait, mon grand-père un peu moins parce que le souvenir était à mon avis trop violent, des cas innombrables de gens, de camarades du MES, du cercle des officiers, dont le père, la mère, le père surtout, c'était plutôt les hommes qui étaient visés, a été arrêté un beau jour et le lendemain, un Japonais rapportait une urne dans laquelle étaient les cendres du père qui avait été exécuté dans des circonstances que l'on n'a jamais connues. Voilà, un autre mot, sachez que je suis un petit peu gêné de mélanger le privé et l'intervention publique, mais du coup ça rend les choses parlantes. Voilà, ma grand-mère me parlait tout le temps également des derniers gouttes de lait concentré marron, paraît-il, qu'elle utilisait pour nourrir ma propre mère et son petit frère. Et finalement, mes parents ma mère et mon oncle n'ont dû leur survie qu'à une nourrice, une nounou annamite qui avait un petit peu de lait et qui a pu leur en donner du lait maternel classique. Voilà, quelques petits épisodes parmi d'autres. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on appelait les ghettos. Alors mes grands-parents parlaient de camps de concentration. Alors je disais non, c'est pas un camp de concentration, c'est un ghetto. Voilà, on a eu des querelles à n'en plus finir sur la question, des querelles sémantiques, mais la réalité était là. Des camps de concentration, il y en a eu deux véritablement. Le premier est assez connu, c'est le camp de Hoa Binh, au Tonkin. Le second est plus méconnu, c'est celui de Pak Song au Laos. Pardonnez-moi. Camps de concentration, il en a absolument toutes les caractéristiques. On regroupe dans ces camps essentiellement des militaires, mais aussi des civils soupçonnés d'appartenir à la résistance. Je ne vous parle pas ici de la résistance européenne en Indochine. Vous avez des éléments extrêmement bien faits dans les kakémonos qui sont disposés dans l'entrée de l'amphithéâtre. Allez lire ces panneaux extrêmement précis sur la résistance française en Indochine. En tout cas, dans ces camps de concentration, c'est un mélange, allez, je me risque à la comparaison et j'accepterai volontiers qu'elle soit discutée, mais c'est un mélange entre Buchenwald et les camps qu'on peut voir, notamment dans le film célèbre Le pont de la rivière Kwai. Hein, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est Buchenwald sous les tropiques? Ça serait hasardeux, c'est rapide, c'est un titre de journaliste, vous me le pardonnerez. Néanmoins, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire les gens sont regroupés, soumis aux travaux forcés, dans des conditions inimaginables, et le taux de décès avoisine les 60-70%. Hein, donc les gens s'éteignent, tombent comme des mouches, victimes de dysenterie et autres, tombent sous les coups, tombent sous les balles pour ceux qui essaient de fuir ou ceux qui essaient de se révolter. Des conditions absolument épouvantables. Je vais m'arrêter là pour le descriptif morbide de ce qui s'est passé en Indochine, avec 2 points. Je voudrais faire un focus sur ce qu'on appelait les cages de la Kempeitai, et c'est le titre que j'ai donné à mon livre, et je voudrais vous parler du sort et de la mémoire de ces hommes et de ces femmes et de cet épisode. Ce qu'on appelait les cages de la Kempeitai, c'est peut-être ce qui va symboliser le plus les persécutions et le sort de ces Européens en Indochine. Les cages de la Kempeitai, ce sont des cages à tigres en bambou. À vrai dire, les Japonais ne les ont pas vraiment inventées, les Français les avaient mises en place eux-mêmes à Pulo Condor pour emprisonner les indépendantistes, ou en tout cas les rebelles dans les années 20-30. Donc voilà, soyons honnêtes et équilibrés. En tout cas, les Japonais vont les utiliser avec férocité pour y enfermer, là pour le coup, tous ceux qui étaient le plus suspects de renseigner les Américains, de renseigner les gaullistes, etc. Donc là, on a des hommes et des femmes qui sont enfermés. Je dis toujours des hommes et des femmes parce qu'à chaque fois, on a toujours vraiment une présence féminine qui est marquée dans toutes les circonstances de ces horreurs. Et dans ces cages, les hommes et les femmes sont enterrés à 30-40, enterrés, vous voyez, le lapsus est révélateur, sont entassés à 30-40 dans des espaces qui font 20-25 mètres carrés. Et alors là, on arrive au sommet de l'horreur. Je n'entre pas dans les détails, il n'y a évidemment pas de sanitaire, pas de tinette, rien, donc les besoins se font à même le sol. Les conditions sont affreuses, on extrait les gens pour les torturer, on les rend à moitié morts dans les cages. Parfois on fait disparaître les gens après les tortures, parfois on les exécute sommairement. Voilà, donc ça c'est pour les cages de la Kempeitai. La Kempeitai,
qui a été, et finalement on peut accepter cette expression, toujours qualifiée de Gestapo japonaise. On s'arrête parce qu'évidemment l'idéologie de la Gestapo, c'est celle du national-socialisme. Là, c'est pas du tout le cas, mais c'est une police militaire extrêmement cruelle, formée aux méthodes d'interrogatoire les plus violentes. Voilà ce que ces hommes et ces femmes ont subi. Je conclus sous votre regard vigilant, parce qu'il me reste 2 minutes et il vous faut conclure, donc je vais presque tenir les temps. Qu'en est-il de cette mémoire ? C'est toujours un sujet un petit peu hasardeux. Je reprends la première intervention qui était faite. L'histoire, avant tout, ce sont des faits. On essaie le plus possible de se remettre dans la mentalité de l'époque pour ne pas les déformer, ces faits, ou ne pas en avoir une lecture au regard d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant quand même de se pencher sur ces faits, notamment au regard de l'œuvre juridique qui était faite après Nuremberg. Et après, notamment, également ce qui a pu être fait en France au moment de la libération et de l'épuration. On peut dire que justice n'a quasiment pas été rendue à ces hommes et à ces femmes. On peut dire également que beaucoup d'entre eux ont été jetés à l'opprobre, dans l'opprobre. Pardonnez-moi, j'ai un trou sur l'expression. En tout cas, ce qui s'est passé pour beaucoup de ces Européens, à l'exception de certains qui ont pu établir leurs actes de résistance de façon très claire, à court ou moyen terme après la fin de l'épisode. Fin de l'épisode qui se termine donc. La bombe atomique, je vous rappelle, les 2 bombes atomiques, 6 et 9 août, reddition du Japon le 15 août, signature des accords de la capitulation le 2 septembre. Ces hommes et ces femmes étaient soupçonnés d'être vichistes, pour beaucoup d'entre eux, de ne pas avoir résisté, comme si, effectivement, la problématique de l'Indochine, c'était celle du Vercors ou d'autres lieux de résistance en métropole. On l'a dit, la résistance ne pouvait pas avoir les mêmes modalités qu'en métropole, voire qu'en Afrique du Nord. Donc on leur a reproché ça, on leur a reproché d'avoir survécu, parce que les conditions étaient très difficiles pendant 3-4 ans, sous les ordres de l'amiral Decoux, et donc d'être vichistes, et risquons le mot pour certains d'entre eux, d'être collabos. Je reprends cette expression parce que c'est vraiment l'état d'esprit qui animait les hommes, enfin une partie en tout cas des hommes du général Leclerc quand il est arrivé. Il faut le savoir, c'est un bel épisode que l'arrivée de la 2e DB en Indochine à partir de septembre-octobre 1945, mais ces hommes n'ont eu aucune considération pour les survivants de l'occupation japonaise. Et donc, voilà, tous ceux qui auraient pu de coup rentrer en métropole, il a disparu dans les oubliettes de l'histoire. Il est allé voir De Gaulle, mais De Gaulle n'avait guère d'estime pour lui. Et voilà, tous les autres ont été soit livrés à des commissions d'épuration, soit rapatriés d'urgence en métropole, bien souvent dans des conditions extrêmement précaires. Ce fut le cas de mes grands-parents, de mon arrière-grand-père, qui a vu sa carrière s'arrêter net à l'issue de ce coup de force. Autant vous dire que mon arrière-grand-père, évidemment, n'avait aucune pensée collabo et n'était absolument pas vichiste. Il était là pour servir son pays, la France, au-delà de son activité pour les arsenaux. Et mon grand-père servait l'armée en tant que médecin militaire. Donc voilà, ils se sont retrouvés déconsidérés, un peu d'une certaine façon des maudits, des gens qu'on a littéralement escamotés de la mémoire nationale. C'est une mémoire qui est encore à vif. Alors, les survivants, évidemment, sont de moins en moins nombreux. Il en reste quelques-uns qui portent encore cette mémoire, beaucoup étaient enfants ou adolescents. Mais leurs descendants, bien souvent, portent cette mémoire, portent parfois aussi ces traumatismes. Voilà, plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis aperçu. Je me suis aussi beaucoup intéressé à la question des rapatriés d'Algérie. La problématique est très différente, parce qu'il y a eu 1 million de Français qui sont revenus d'Algérie. Là, on parle de rapatriés, de quelques milliers de rapatriés totalement disparus dans les oubliettes de l'histoire, et qui pourtant n'ont pas, je me permettrai ce petit jugement de valeur qui n'a rien d'historique à la fin, qui n'ont pas démérité pour la plupart du temps et ont tenu, ou se sont battus avec honneur pendant ces mois absolument tragiques. Il y aurait énormément d'autres choses à dire, mais il m'est signifié, à juste titre, et je m'incline, que je dois m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bravo, monsieur Zeller. Merci beaucoup.